Alors, bon matin tout le monde et bienvenue à notre webinaire de ce vendredi matin. Je me présente, je suis Joëlle Guénette, je suis gestionnaire de SolidWorks et 3D Experience Works, tout ce qui a rapport. Pour l'Est du Canada, alors de l'Ontario au maritime, incluant évidemment dans le beau milieu, le Québec, où je me trouve ce matin et depuis un bout de temps, puisque je ne voyage plus depuis un bout de temps. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est prendre la bonne décision entre FEA, donc FEA en anglais, parce que c'est un acronyme anglais, versus CFD. Donc, on va explorer ce que ces acronymes veulent dire. Si vous êtes sur l'appel aujourd'hui, c'est parce que vous en avez déjà une idée, mais vous vouliez explorer avec nous le sujet. J'ai avec moi Michel Cloutier, qui est consultant senior pour les solutions chez SolidWorks. Et il va passer à travers beaucoup d'informations aujourd'hui pour démystifier un peu le choix quand on a un choix à faire entre quelle est la bonne solution. Avant de commencer tout ça, on va juste prendre 2 secondes pour ceux qui sont nouveaux à l'interface de GoToWebinar. Alors, vous avez un panneau à votre droite sur votre écran. Il y a une flèche orange qui vous permet de fermer et de réouvrir le panneau à votre guise. Vous avez différentes options pour l'audio. Alors, l'ordinateur est habituellement par défaut l'audio qui est activé, mais si vous vouliez changer et y aller par téléphone pour avoir peut-être une meilleure connexion, on sait que l'Internet est énormément sollicité et dans votre maison ou si vous êtes au bureau, ben peut-être qu'il y aurait meilleure solution. Si vous cliquez sur l'option téléphone, vous allez avoir toute l'information pour vous connecter par téléphone, le numéro de téléphone, le code, tout ça va vous apparaître dans la fenêtre, alors pas à s'inquiéter. Alors, vous pouvez changer à n'importe quel moment aussi de un à l'autre, ça se fait très bien, très facilement. Il y a une section de documents que vous pouvez télécharger. Alors, il y en a 5 qui sont listés là aujourd'hui. Alors, à n'importe quel moment pendant le webinaire, sentez-vous à l'aise d'y aller faire un téléchargement. Et la section la plus importante, probablement, là, qui est sous ça, c'est la section où vous pouvez discuter avec nous. Alors, ça vous permet de poser des questions. Puis, on les encourage. Si on a le temps à la fin, Michel va pouvoir regarder et les adresser. Si jamais on manque de temps, on sait qui les a posés, alors on peut revenir vous voir par la suite et répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas, inscrivez vos questions dans ceci. Alors, en ce moment, on a toute une série de webinaires qu'on propose qui sont pour la simulation, pour améliorer la performance de nos entreprises et de ce que vous faites en général. Alors, pourquoi la simulation? Ça fait quoi? Bien, chaque compagnie, évidemment, votre but ultime, c'est de générer un produit au bout de la ligne ou de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, que vous êtes responsable de la manufacture ou non. Mais il y a un chemin à prendre dans ce développement de produits-là. Et la simulation, moi, je vois ça beaucoup comme un GPS. C'est un guide pour vous donner c'est quoi le bon chemin pour arriver aux objectifs que vous avez. Et malheureusement, et trop souvent, des fois, l'objectif, c'est juste que ça marche. Alors qu'il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait prendre en considération et qu'on pourrait améliorer si on avait les outils pour le faire et la simulation, c'en est un qui est très bon. C'est certain qu'en cours de route, là, quand on fait un voyage en GPS, peut-être qu'on a des contraintes à donner à notre GPS. On ne veut pas payer de frais routiers s'il y avait des frais à payer en chemin, à des ponts, des choses comme ça. On veut éviter ça. Alors ça serait nos contraintes en voyage où il y a des choses qu'on veut voir en chemin en y allant. En développant votre produit, c'est un peu la même chose. Vous avez peut-être des objectifs de durabilité pour votre produit. Vous avez peut-être des contraintes de poids que vous voulez rencontrer, la sécurité en quelque part ou des températures qui sont basses. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent guider votre chemin. Puis, c'est certain que si on attend très tard dans le processus pour adresser ces choses-là, les regarder, les considérer, ben, ça va coûter plus cher à revenir en arrière puis faire des modifications si certains de ces objectifs-là n'ont pas été atteints. Alors, le plus tôt on peut les mettre, ces objectifs-là, et vérifier en cours de route, est-ce qu'on est sur la bonne route? Ben, ça nous permet d'y arriver d'une façon plus économique et d'avoir un meilleur produit. Alors, pour moi, la simulation, bon, c'est d'assurer
la qualité ou l'objectif de votre produit final. Vous avez une paix, là, en quelque part, que ce que vous avez fait va fonctionner, qui est excellent. Mais ça vous permet d'innover aussi en cours de route. Puis pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Alors, on est dans un marché compétitif, toujours, tout le temps. Et il y a tout le temps des choix. Les gens regardent à l'Internet pour le même genre de produit ou de service, qu'est-ce que je peux avoir. Alors, il faut trouver façon d'être différent. Puis de nos jours, des fois, il faut explorer un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Et la simulation nous permet d'explorer différentes avenues, différents matériaux, différentes configurations de notre produit, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Puis au bout de la ligne, ça nous sauve du temps et de l'argent. Et ça a l'air un petit peu difficile parce que, bon, il faut investir au début pour faire ce travail-là. Mais en cours de route, pour la compagnie en général, ça sauve du temps et de l'argent. Soit en ayant à faire moins de prototypes physiques qui demandent du temps et de l'argent, en ayant des produits où on fait des meilleures décisions, alors on peut sortir les choses plus tôt à place d'être obligé de revenir et refaire. On peut avoir des produits qui sont plus légers ou qui sont plus économiques parce qu'on a fait des meilleurs choix de produits, de matériaux ou qu'on a allégé les matériaux qui étaient nécessaires pour arriver au résultat qu'on voulait d'une façon ou d'une autre. Alors, la simulation, c'est un grand sujet. Il y a plein de choses qu'on peut en faire. Puis, on a le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à la décision entre quel des genres ou des types de simulation est le bon. Puis, cette question-là survient quand on arrive dans des questions de thermique. Alors, on a à vérifier la chaleur de notre design. La majorité du temps, moi, je vois ça en électronique. Alors, les gens qui ont de l'électronique dans leurs produits, mais doivent s'assurer quand même que le tout tient la route pour la température ou à des décisions à faire pour que la température soit la bonne. Mais il y en a d'autres. Alors, on va explorer ça aujourd'hui, puis voir comment est-ce qu'on fait pour faire la bonne décision et avoir les bons outils dans nos mains pour notre design. Alors, je vous passe la parole à Michel, qui est chez SolidWorks depuis 15 ans. Alors, ces décisions-là et ces conversations-là, on les a eues avec plusieurs clients déjà. Et on a juste décidé de le faire dans une façon plus formelle en présentation. Alors, Michel, je te passe la parole, puis je reviens à la fin pour fermer le webinaire. Parfait. Ben, merci Joël. Et puis encore une fois, ben, bon matin à tout le monde. Bienvenue sur notre session. Alors, comme Joël le mentionnait, aujourd'hui, on va parler ou se concentrer sur deux outils de simulation. Puis dans des cas, un peu comme Joël l'a mentionné, de gestion thermique, la question peut se poser lequel j'utilise. Et puis la réponse pourrait être, en fait, je pourrais utiliser les deux ou je pourrais utiliser juste un ou juste l'autre. Alors, je vais essayer un peu de démystifier ça ce matin. Alors, ce que je veux couvrir ce matin, premièrement, les bases, un petit peu, c'est quoi la FEA ou l'analyse par élément fini ou le CFD, la mécanique des fluides. Parler un petit peu des bases, montrer les similitudes et les différences. Ensuite de ça, on va regarder des exemples. J'ai des exemples que j'ai déjà roulés, j'ai déjà simulés, puis on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne comme résultat, comment les résultats se comparent. Un petit truc rapide, je garde le punch pour quand je vais être rendu là. Puis on va finir avec des exemples typiquement de l'industrie. Nos clients, ils s'en servent pour faire quoi? Des exemples plus concrets là, que j'ai groupés ensemble. Donc, on va commencer par les bases. Un petit peu, c'est quoi le FEA ou l'analyse par les finis, c'est quoi le CFD? Si on parle de FEA, puis j'ai gardé les acronymes anglophones là, parce que c'est typiquement ceux qu'on utilise, là, mais j'ai traduit en français qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la FEA, en anglais, le Finite Element Analysis ou analyse par élément fini en français. La méthode utilisée, bon, le FEA, c'est l'outil, si on veut. La méthode que l'outil utilise pour faire ces calculs-là, c'est ce qu'on appelle le Finite Element Method ou la méthode des éléments finis. Maintenant, quand on parle des méthodes par éléments finis, c'est typiquement mieux approprié pour faire des analyses de contraintes. Okay? Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de thermique, c'est juste que, règle générale, c'est plus approprié pour les analyses de contraintes.
Puis on voit un petit peu un exemple aussi en haut à droite du maillage qu'on crée avec l'analyse par élément fini ou les méthodes par élément fini, je devrais dire. Maintenant, quand on parle de CFD, on va parler, en fait, ce que ça veut dire, encore une fois, j'ai mis l'acronyme anglophone, là, parce que c'est ça qui est le plus commun d'entendre. C'est du Computational Fluid Dynamic, en français, mécanique des fluides numériques. La méthode utilisée pour calculer, en fait, dans la mécanique des fluides, il y a plusieurs méthodes utilisées. Celle que nous, on utilise dans notre logiciel, puis je vais en revenir là-dessus, c'est la méthode des volumes finis. En fait, quand on parle de mécanique des fluides, on pourrait aussi utiliser, certains logiciels utilisent aussi la méthode des éléments finis, qui est utilisée pour l'analyse par l'élément fini, mais nous, ce qu'on va utiliser pour notre simulation de mécanique des fluides, c'est celle des volumes finis. Et puis, comme on voit à droite sur la petite image, c'est vraiment le volume qu'on va autour de la pièce et aussi si on a besoin de calculer les transferts de chaleur à l'intérieur des composants qu'on va mailler. Je vais revenir sur le maillage. Puis cette méthode-là, ben, elle est plus commune ou la plus répandue justement dans la mécanique des fluides, la méthode des volumes finis. Donc, les deux utilisent des méthodes différentes, mais l'idée, c'est de simuler des contraintes thermiques ou autres et d'arriver à nos résultats. Maintenant, dans la présentation aujourd'hui, je vais en fait parler de deux outils. SolidWorks Simulation Professionnelle qui fait l'analyse par élément fini, qui peut faire de l'analyse de thermique. Puis, je vais parler aussi de Flow Simulation, qui peut aussi faire du thermique, mais qui est un outil de mécanique des fluides numériques. Donc, deux outils différents. Puis, encore une fois, j'en parle de ces deux outils-là parce que les deux peuvent faire du thermique jusqu'à un certain point. Puis, ce que je veux essayer de faire aujourd'hui, c'est de démêler dans quel cas je devrais utiliser un ou l'autre et dans quel cas un ne me donnera pas les résultats que je peux avoir de l'autre aussi. Donc, je vais essayer un peu de démêler ça. C'est un peu le but de notre session avec des exemples pratiques que je vais vous montrer. Donc, spécifiquement aujourd'hui, on parle vraiment d'analyse thermique. Donc, s'il y a un transfert de chaleur quelconque, c'est là qu'on va plutôt se poser la question, OK, quel outil je devrais utiliser? Maintenant, quand on parle de mécanique des fluides, fluide, il faut prendre le terme fluide dans le sens large. Ça peut être liquide ou gazeux. OK, c'est pas nécessairement un liquide, un fluide, ça peut être un gaz aussi. L'air, si on parle de gestion thermique, l'air est un fluide. Maintenant, quand on va parler de mécanique des fluides, on se pose la question, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? Est-ce qu'on cherche à trouver le comportement du fluide lui-même? Puis en haut, vous voyez, j'ai des images de valves. Les fabricants de valves, en fait, font une bonne partie de nos clients du module de mécanique des fluides. Est-ce que je cherche, en fait, ce que je cherche dans le cas d'une valve, c'est comment le fluide va se comporter à l'intérieur de la valve. Par exemple, ça va être quoi la chute de pression, mais on pourrait aussi aller chercher essayer de trouver des problèmes de cavitation, etc., etc. Donc, c'est ce que je cherche à voir, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau du fluide lui-même quand il passe à travers cette valve. Un exemple. Donc, ça, c'est vraiment un exemple de l'industrie concret. Mais quand on parle de mécanique des fluides, on peut aussi se poser la question, je ne suis pas tant intéressé peut-être par ce qui se passe par le fluide, mais plutôt par ce que le fluide a sur effet sur le modèle. Donc, l'effet du fluide sur la structure, un exemple qu'on voit, qu'on aime bien. On en voit beaucoup moins des avions voyager de ce temps-ci, mais imaginez, moi, je ne suis pas intéressé je suis intéressé parce que l'air donne sur l'avion. Donc, la force de levage, le lift en anglais, la traînée qui est générée en arrière parce que ça a un effet aérodynamique. Donc,
il y a deux choses. Peut-être que je suis intéressé par les deux, mais on peut se poser la question lequel que j'ai besoin de savoir quand on parle de mécanique des fluides en général. Et puis, ben, dans la gestion thermique, si on prend tout ça puis on met dans le concept de gestion thermique, c'est la distribution des températures, le refroidissement, les équipements électroniques, c'est à peu près le meilleur exemple qu'on peut penser. Comment que je fais pour refroidir tous ces équipements-là parce que bon, ils dégagent de la chaleur, comment l'air circule, est-ce que j'ai besoin de forcer de l'air pour refroidir, etc. Maintenant, si on fait un petit comparatif au niveau des méthodes utilisées de maillage et de résolution de problèmes, d'arriver à la solution. Quand on parle d'analyse par éléments finis ou de SolidWorks simulation, on va utiliser ce qu'on appelle, quand on parle du maillage, des éléments tétraédriques. Bon, si vous n'êtes pas familier avec la simulation en général, un maillage, c'est quoi? En fait, un maillage, c'est un peu une représentation mathématique d'un modèle géométrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mailler le modèle. On voit ici la représentation du maillage. Donc, quand on parle de SolidWorks simulation, le maillage, c'est des tétraèdres. Donc, sur un modèle 3D, c'est des petites pyramides, dans le fond, à trois côtés. C'est ce que ça donne. Maintenant, c'est l'avantage et le désavantage, c'est plus difficile à mailler, surtout sur des pièces très complexes. Par contre, il y a moins de volume à mailler, puis la résolution se fait plus rapidement. Quand on va faire le calcul pour arriver à la solution, ça va se faire plus rapidement. Si je compare à ça, dans l'exemple de mécanique des fluides, du flow simulation, les éléments qu'on utilise, c'est des cellules cuboïdes, donc des petits cubes. Okay? Au lieu des petites pyramides à trois côtés, on utilise des petits cubes. L'avantage et le désavantage, bon, c'est plus facile à mailler, mais imaginez dans ce cas-là, la solution ou ce qu'on appelle le domaine que j'étudie et que je veux trouver une solution est plus grand parce que je ne fais pas juste mailler le solide, mais je maille aussi tout le volume qui est autour du solide. Donc, dans ce cas-là, j'ai besoin de solutionner. La solution, elle est plus grande et la résolution aussi, elle est plus longue parce que aussi, ça a rapport aussi avec la méthode de calcul utilisée. Donc, il y a des similitudes. Okay? On utilise dans les deux cas des maillages. Les maillages sont différents, ce n'est pas le même type de maillage. Puis aussi, la grosseur de la solution et le temps pour arriver à une solution va être différent selon qu'on va utiliser un outil ou l'autre. Maintenant, quand on parle de, on se concentre vraiment aujourd'hui sur les éléments thermiques ou la gestion thermique. Quand on parle de transfert de chaleur, il y en a trois. La conduction, la convection, la radiation. Vous voyez un petit peu l'image ici à côté. La conduction, c'est le transfert de chaleur à l'intérieur du solide même. Donc, si j'ai un poêlon, une poêle sur le rond, la poignée va devenir chaude, mais c'est un transfert qui se fait par le solide. La convection, c'est l'effet qu'on aurait pour, par exemple, réchauffer le liquide ou le fluide qui est à l'intérieur. Puis la radiation, ce serait tout simplement la radiation qu'on sentirait à une certaine distance de la chaleur. Imaginez quand vous êtes sur le bord d'un petit feu de camp, la radiation, c'est souvent ce qu'on va ressentir en premier quand on va se rapprocher du feu. En fait, le meilleur exemple de radiation que tout le monde a toujours expérimenté, c'est tout simplement la chaleur du soleil. C'est pas de la conduction parce qu'il n'y a rien de solide entre le soleil. On ne peut pas toucher au soleil avec notre main. C'est pas de la convection non plus parce que entre la Terre et le soleil, il y a le vide spatial, donc il n'y a pas de fluide. Donc, la chaleur du soleil, c'est un effet de radiation pur et simple. Donc, il y a trois modes de transfert. Puis, selon les modes de transfert, on va utiliser une méthode ou l'autre. Une méthode va être plus précise. Dans certains cas, les deux vont arriver au même résultat. Dans d'autres cas, il va falloir évaluer ou faire des estimés pour arriver à des résultats semblables. Mais on va faire ça ensemble. Donc, je voulais faire juste un petit tour rapide sur les bases. C'est quoi les différences
principale entre l'analyse par éléments finis et la mécanique des fluides. Bon, vous l'avez vu, il y a des similitudes. On fait dans les deux cas, on fait des maillages, mais il y a des différences. Les maillages sont différents. La solution, la grosseur de la solution est différente aussi. Mais dans les deux cas, on a des outils pour faire ces types de solutions-là. Maintenant, on va regarder vraiment un exemple. On va regarder l'exemple de ce dissipateur de chaleur. On va aller dans SolidWorks, on va montrer, je vais vous montrer comment j'ai fait excusez l'anglicisme, le setup. Puis ensuite de ça, on va regarder les résultats, autant avec simulation qu'avec flow. On va regarder les deux, puis on va comparer les deux. Puis ensuite de ça, on va regarder sur un exemple un peu plus grand. Je m'en allais montrer cet exemple-là en premier, là, mais la solution est un peu plus longue, là, mais je vais quand même montrer les résultats. On va plutôt commencer avec un exemple plus simple, puis ensuite de ça, on va regarder l'autre résultat qui est tout le board. Donc, le dissipateur de chaleur, un petit assemblage de 5 pièces. J'ai le dissipateur en tant que tel. Ensuite de ça, j'ai l'onglet de montage. J'en ai deux, un en avant, un en arrière. Puis la puce qui se trouve avec vraiment la source de chaleur, j'en ai deux, une en avant et l'autre en arrière. Donc, on va aller dans SolidWorks. Je vais juste fermer ma webcam pour le moment. Et puis, on va regarder qu'est-ce que ça donne dans SolidWorks. Bon, j'ai mon modèle ici, comme on peut voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va commencer par simulation. OK, dans SolidWorks simulation professionnelle, où est-ce que j'ai le module thermique. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ben, j'ai assigné les matériaux nécessairement. Donc, si je vais dans mes matériaux, puis je vais éditer les matériaux, bon, quand on parle de simulation thermique, ce que j'ai de besoin, en fait, c'est la conductivité thermique qui se trouve dans les matériaux. C'est ce que je vais avoir de besoin, là, principalement pour faire mon calcul. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, comme j'ai dit tantôt, j'ai défini comme les deux puces qui sont ici, qu'on voit ici. J'en ai deux, une en avant, une en arrière. Bon, ben, j'ai dit que ces deux puces-là généraient chacune par item 5 watts de chaleur. Donc, c'est la chaleur qui est émise. Et ensuite, j'ai défini un facteur de convection sur toutes les surfaces qui sont à l'air libre. Maintenant, ça, c'est une des différences, c'est que le facteur de convection, il faut que moi, je l'estime. Bon, il y a des chartes qui disent qu'un objet à l'air libre va avoir un facteur de convection entre 5 et 20 watts par mètre carré Kelvin. Bon, mais c'est moi qui dois l'estimer. C'est-tu 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 15? C'est vraiment une estimation. Maintenant, une fois que j'ai défini le coefficient de convection, j'ai aussi défini ma température ambiante normale. Ici, je suis en Kelvin. Là, 273, ça équivaut à 20 degrés Celsius. Alors, j'ai défini ça. Et puis, je roule la simulation. Ça va se rouler quand même très rapidement. Je vais vous montrer les résultats tout de suite. Et ce que j'ai comme résultat, ben, ici mes températures sont en Fahrenheit, je pourrais les changer. Là. Mais ce que j'ai comme résultat, c'est vraiment la température, une fois que le modèle s'est stabilisé, si on veut, va atteindre une température maximale dans son point le plus chaud d'environ 250 degrés Fahrenheit. Donc, je suis capable d'arriver à cette simulation-là assez rapidement. Mais puis là, ensuite de ça, ben, je pourrais faire aller chercher des sections, faire toutes sortes d'autres résultats si je voudrais. Mais ça va vraiment me donner la température de mon modèle 3D, point. OK? C'est tout ce que ça me donne. Puis dans certains cas, ça va être suffisant. Là. Maintenant, si on compare avec Flow Simulation, je vais aller dans mon analyse. Vous allez voir, le setup va être à peu près semblable. Okay? Donc, j'ai défini mes matériaux. Encore une fois, mes matériaux ont des propriétés thermiques qui sont définies ici, la conductivité, etc. Toutes mes propriétés sont là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ou ce que j'ai fait, je devrais dire, c'est que j'ai défini ma puce ici comme générant 5 watts. Même chose pour l'autre qui est en arrière, donc j'ai fait les deux. Au niveau des résultats maintenant, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Ben, je suis capable d'aller chercher un résultat assez semblable
Puis vous allez même voir que les températures se comparent. Là, ici, mon maximum, il y a une légère différence, mais quand on regarde la température de mon objet en tant que tel, on pourrait mettre les deux une par-dessus l'autre, puis on aurait à peu près le même graphique de chaleur. Maintenant, où est-ce que c'est différent? C'est que dans Flow Simulation, je vais aller chercher beaucoup plus d'informations. Ici, on a un petit aperçu de mon maillage. Je n'ai pas montré le maillage de l'autre, c'était un peu, c'était pas tellement important. Mais ce que je vais être en mesure de faire, c'est de pas seulement montrer ce qui se passe ou la température sur ma pièce, mais plutôt montrer l'échange de température sur tout mon modèle. Donc, très rapidement, je suis capable d'aller voir aussi comment la chaleur va se dissiper autour de mon modèle. Donc, on voit ici vraiment là, que la chaleur, nécessairement, monte vers le haut là, avec l'effet de en spécifiant la gravité là, étant normale là, dans cette direction-là. Donc, je suis capable d'aller voir cet effet-là. Je suis capable d'aller aussi d'aller beaucoup plus loin. Si je viens juste cacher, je suis capable aussi de venir montrer les trajectoires et même de venir animer ces trajectoires-là. Donc, ici, la différence, c'est que dans Flow Simulation, je n'ai pas besoin de définir c'est quoi mon facteur de convection parce que Flow va le déterminer pour moi. C'est vraiment Flow Simulation qui va arriver et qui va déterminer ce facteur-là, qui va me donner mon facteur de convection. Donc, je n'ai pas besoin de le savoir, je n'ai pas besoin d'estimer ou de faire un guess, entre guillemets, à savoir qu'est-ce qui est quoi. C'est vraiment Flow qui me le fait. Et puis, on voit aussi que juste la chaleur elle-même va créer un effet de circulation d'air. Bon, c'est normal. Tout élément qui chauffe crée sa propre circulation d'air autour de l'objet. Et puis, on est capable de voir ça directement dans mon modèle. Maintenant, c'était un exemple rapide. On va aller regarder l'autre exemple aussi, où est-ce qu'on pourrait avoir, on pourrait faire des comparaisons. Donc, j'ai fait l'exemple avec le petit modèle, là, le petit heatsink. On va regarder un petit peu avec, si on regarde sur un plus gros modèle, où est-ce que j'ai tout le board, le PC ou le PC board au complet. Alors, je vais juste aller l'ouvrir, ça prend quelques secondes parce que le résultat, c'est une plus grosse solution, donc il est en train de charger les résultats en arrière-plan. Mais qu'est-ce qui est intéressant de savoir ici, euh, c'est que j'ai pas seulement avec Flow Simulation, j'ai pas seulement l'effet de la chaleur sur la pièce, mais plutôt sur tout l'environnement. Même principe ici, si je regarde ici au niveau thermique, bon, j'ai fait excusez encore une fois l'anglicisme, j'ai fait le setup. J'ai défini aussi toutes mes sources de chaleur qu'on voit ici. Là, je vais les sélectionner. Donc, tous les éléments qui sont ici ont différentes sources de chaleur, de 1 ou de 0.25 watts jusqu'à 1 watt, dépendamment de quelle pièce que c'est. J'ai défini un facteur de convection que j'ai mis à 10. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce que je viens faire? Je pourrais venir sélectionner puis afficher la température de tout mon assemblage, tout simplement avec un bouton de droite affiché. Et puis, ça va me donner la distribution de chaleur sur tout mon board. Ça prend quelques secondes à charger. Encore une fois, c'est une solution qui est un petit peu, grosse. Mais on voit bien maintenant toute la distribution de chaleur avec la température maximale. Mais encore une fois, je ne sais pas avec simulation professionnelle, je suis capable de définir, de trouver ces chaleurs-là, mais je ne sais pas c'est quoi l'effet que l'air a sur le modèle lui-même. Ça me fait juste me donner ma température. C'est sûr que je pourrais aller chercher des températures de chacun de mes composants. À l'inverse, si je cache ça et je vais dans mon étude de flow, j'ai fait un petit peu le même setup de préalable. Et puis maintenant, je peux afficher aussi la température de mes pièces. On va changer ça pour la température.
Puis vous allez remarquer que le graphique va encore une fois se ressembler beaucoup à l'autre. Ce que j'ai pas, par exemple, dans SolidWorks Simulation, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Donc, je suis pas capable de savoir comment l'air circule. Bon, ici, dans Flow, ben justement, je suis capable de voir cette circulation d'air-là. Je suis capable de mieux apprécier, voir comment que la circulation va se faire et puis de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, c'est un bel outil pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon modèle. Et puis, bon, je vais juste arrêter ça ici et puis cacher mon résultat. Donc, si je reviens rapidement à mon exemple que j'avais, vous avez vu que je suis capable de faire de la simulation thermique dans les deux outils. Le premier, j'ai utilisé en fait SolidWorks Simulation professionnelle. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que dans simulation professionnelle, dans un cas comme ça où est-ce que quelque chose est refroidi à l'air libre, il faut que j'estime c'est quoi le coefficient de convection. Puis nécessairement, mes résultats vont varier, vont être sensibles à ce que j'estime être le coefficient moyen. En fait, petite anecdote, là, pour arriver à des résultats identiques, là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé en premier dans Flow Simulation le calcul. Flow Simulation m'a donné c'était quoi le coefficient de convection moyen. Ensuite de ça, j'ai été dans simulation professionnelle. J'ai dit c'était quoi le coefficient de convection moyen. J'ai roulé la simulation, puis là, je suis arrivé à peu près au même résultat. Donc, c'est ça. L'important, c'est que si on a un élément comme ça qui est refroidi à l'aide d'un fluide, faut trouver c'est quoi le coefficient de convection moyen. Si on a un bon coefficient de convection moyen, ça va bien aller. Je pense qu'on a entendu cette phrase-là trop souvent, mais on est capable vraiment d'arriver à des bons résultats. Maintenant, la question va se poser, c'est sur quel type d'équipement, quel type de modèle qu'on fait la simulation. Bon, vous allez être d'accord avec moi qu'un heatsink, un dissipateur de chaleur comme ça, on ne fait pas juste mettre ça sur la table, puis c'est sur la table de cuisine, puis c'est refroidi. Ça va être à l'intérieur d'un bâti, d'un boîtier. Il va y avoir d'autres éléments électroniques, il va y avoir de la ventilation. Fait que ça dépend un peu comment on analyse notre modèle. Si c'est juste un grille-pain qui est sur le comptoir, ben oui, on s'en tirerait probablement bien avec SolidWorks Simulation parce qu'on sait que le grille-pain est dans un environnement contrôlé. Il n'y a pas de circulation d'air à part l'air ambiant. C'est dans une grande pièce. Mais si on commence à prendre un équipement qui émet de la chaleur, on le met dans un boîtier avec des ouvertures, etc. Là, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir un bon estimé de notre coefficient moyen de convection. Donc, il faut faire attention à ça. Là. Vraiment, là, si on veut avoir des résultats qui sont bons dans simulation professionnelle, c'est le coefficient de convection. Il va falloir avoir un bon estimé de notre coefficient de convection. Si on a ça, on va arriver à des résultats semblables, comme si on utilisait l'outil de simulation Flow. Puis en fait, ça ici, c'est des images que j'ai prises à partir de mon outil de simulation Flow. L'image qui est à droite complètement, c'est un graphique qui montre justement c'est quoi le coefficient de convection. Fait qu'on voit que sur la pièce, dépendamment la pièce elle est où, il y a des zones que le coefficient est plus élevé que d'autres. Mais avec Flow, je suis capable de trouver une moyenne générale sur tout mon modèle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la moyenne générale dans Flow. J'ai appliqué ça dans simulation professionnelle et puis à partir de ce moment-là, je suis arrivé à peu près au même résultat.
Juste pour comparer un petit peu, tantôt j'ai parlé un petit peu au niveau des maillages, les temps de calcul, etc. Il faut aussi savoir qu'il y a un impact, là, dépendamment d'une méthode utilisée ou l'autre. Sur le gros modèle que je vous ai montré tantôt, si je regarde en analyse par élément fini, donc dans SolidWorks simulation, euh, on voit un petit peu l'exemple du maillage, là, le graphique du maillage. On voit comment que le maillage est quand même assez précis. On voit en bas aussi là, le résumé de la solution. Si on fait le calcul, le maillage prend en bas de 10 minutes, la solution prend en bas de 10 minutes aussi. Donc, c'est assez rapide. Un des avantages de simulation professionnelle du côté thermique, c'est que c'est plus rapide. Si on compare par exemple à Flow, au niveau du maillage, Flow est même plus rapide que ça parce que les éléments sont plus simples, c'est des cubes au lieu des tétraèdres, c'est un maillage qui est plus facile à faire, entre guillemets, sauf que la solution est beaucoup plus longue. En fait, pour résoudre cette solution-là, ça a pris quelques heures versus moins de 10 minutes pour l'autre. Maintenant, j'aurais pu arrêter la simulation plus tôt, là, dépendamment de ce que je cherche à avoir dans mes résultats, là, vers quoi je veux converger ou c'est quoi la solution que je cherche ultimement. Bon, est-ce que c'est la température maximale de mon modèle? Si c'est ça, j'aurais pu arrêter la solution plus rapidement. Mais je suis capable d'aller quand même d'avoir des bons résultats. Maintenant, si on compare vraiment comme les deux, un petit résumé. Encore une fois, sur le plus gros modèle, c'est plus représentatif. Le maillage et la solution prennent toutes les deux en bas de 10 minutes chacun. Chacune. La grosseur de la solution est à peu près semblable aussi, là. Si on regarde le nombre d'éléments à simuler. Le maillage du côté de Flow est même plus rapide que de SolidWorks simulation, sauf que la solution va prendre quelques heures. Selon ce que je disais tantôt, les critères de convergence, c'est que je vais définir qu'est-ce que je cherche à avoir comme résultat. Et puis, si j'ai juste un ou deux critères de convergence, je vais avoir mes résultats plus rapidement. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, la préparation va être facile autant dans un que dans l'autre. On assigne les matériaux, on dit c'est quoi, qu'est-ce qui émet de la chaleur, etc. Flow Simulation a l'avantage d'être plus informatif parce que j'ai pas juste ce qui se passe à l'intérieur de mon modèle du solide, les températures de mon solide. J'ai aussi toute la génération, tout l'effet autour de ce modèle-là, okay, dans l'espace autour. Donc, j'ai plus d'informations que je suis capable d'avoir dans Flow, puis ultimement, ça va me donner des résultats plus précis, règle générale. Une des raisons pour ça, c'est que Flow, en fait, va me donner c'est quoi le coefficient de convection, ou est-ce que dans SolidWorks simulation, il faut que je l'estime? Bon, si j'ai un bon estimé et par expérience, j'ai fait des tests en laboratoire qui corroborent mes résultats, ben, je peux aller avec un estimé assez fiable. Mais dans le cas de Flow, c'est que Flow va me le donner, c'est quoi ce coefficient de convection-là. Maintenant, un petit truc rapide. Dans certains cas, on va vouloir en fait utiliser les deux outils en combinaison. Bon, ce que je vous ai montré jusqu'à date, c'est un peut le faire, l'autre peut le faire aussi. Dans Flow, j'ai plus d'informations. C'est plus long à avoir, oui, mais j'ai plus d'informations. Maintenant, dans certains cas, je peux utiliser les deux en combinaison. Où est-ce que ça va être pratique? C'est où est-ce que je veux transférer des résultats de Flow vers SolidWorks Simulation pour continuer une analyse. Ici, je prends l'exemple, je vais vous montrer un exemple avec la pression, mais ça pourrait aussi s'appliquer avec la température. C'est les deux cas où est-ce qu'on le voit le plus souvent. Si on prend un cas de pression, imaginez un gros panneau là, sur le bord des autoroutes. Je pourrais me servir de Flow pour déterminer c'est quoi la pression que le vent exerce sur le panneau. Une fois que j'ai déterminé cette pression-là, je m'en vais dans simulation pour déterminer c'est quoi les forces, les contraintes qui sont appliquées sur le panneau lui-même, puis savoir c'est quoi sa déformation, est-ce qu'il y a des points faibles, est-ce qu'il va, entre guillemets, crocher, est-ce qu'il va briser sous la force du vent. Donc, je vais vous montrer un petit peu cet exemple-là rapide parce que je trouve que c'est un exemple intéressant qui montre comment on est capable de travailler avec les deux outils en combinaison.
Donc, je vais aller dans mon modèle où est-ce que j'ai mon petit billboard qui est ici. Donc, la première étape, c'est que j'ai été dans Flow Simulation. J'ai assigné le vent. Donc, j'ai tout simplement été là, dans mes réglages généraux. J'ai dit que j'ai un vent de 90 000 à l'heure. Moins 90, c'est juste une question de direction, là. Si j'aurais mis plus 90, il aurait été dans l'autre direction, tout simplement. Et puis, le fluide, c'est tout simple, c'est juste de l'air. Bon, c'est nécessairement. J'ai roulé la simulation. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? On peut les regarder rapidement. Ben, j'ai la vélocité, donc je suis capable de voir un peu la vitesse du vent. Nécessairement, le vent est ralenti derrière le panneau. On peut aussi commencer à voir aussi des zones de turbulence. Où est-ce que je peux aussi aller chercher plus d'informations? Ici, bon, ben, c'est la, la charge sur la face. Où est-ce que ça devient mieux, plus intéressant, c'est que maintenant, je suis capable de voir dans mon modèle 3D, voir comment la turbulence est exercée sur le modèle. Et puis, je suis même capable de venir animer le vent lui-même. Donc, on a une belle représentation de qu'est-ce qui se passe si je mets ce panneau-là sujet au vent. On voit les zones de turbulence. On est capable vraiment de bien simuler qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, j'ai commencé par faire ça dans Flow Simulation pour trouver les résultats et ensuite aller dans Simulation pour savoir ça va être quoi les charges qui ça va être appliqué. Comment qu'on fait ça? En fait, c'est assez simple. J'ai fait une simulation ici. Et puis, tout ce que j'ai besoin de dire quand je vais aller dans les propriétés de mon étude, on a un onglet qui s'appelle effet thermique ou de flow. Et puis, je viens tout simplement pointer ça vers mes résultats que j'ai trouvés dans Flow Simulation. Donc, il va lire les résultats, il va automatiquement appliquer une force qui se trouve être les résultats de ma première analyse. Et ensuite de ça, je suis capable de rouler ma simulation. Je suis même maintenant capable d'animer cette simulation-là et de voir la déformation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est le stress sur mon panneau. Donc, on voit le panneau se déformer. La déformation, elle est exagérée là, pour qu'on la voit bien à l'écran. Mais je suis capable de venir un petit peu regarder un peu plus, puis on voit là, très bien qu'il y a des zones de haute déformation là, qui vont se passer dans cet endroit-là. Donc, ça, c'est mon endroit le plus critique. Euh, on se serait douté probablement de ça, mais on est capable ici de le mesurer. Okay? C'est pas juste un estimé. Aussi, ce qu'on peut aller voir, c'est par exemple le déplacement. Je veux savoir, OK, oui, je sais qu'il va tordre, entre guillemets. Je veux savoir de combien. Ben ici, j'ai mon résultat. En fait, il va bouger là, dans la pointe extrême d'environ 1 pouce, presque 1 pouce, sous la force de ce vent-là. Donc, je suis capable de voir cette information-là directement à partir de mes résultats. C'est un bel exemple où est-ce qu'on pourrait avoir justement une combinaison des deux outils pour arriver à nous donner des résultats intéressants. Maintenant, comme je disais tantôt, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé, j'étais dans Flow Simulation. J'ai appliqué un vent général, 90 000 à l'heure, si je ne me trompe pas. J'ai roulé la simulation. Les résultats m'ont permis d'entrer les résultats de la première étude de Flow. Je m'en sers comme étant la base pour mon étude de stress, si on veut, de contrainte dans simulation professionnelle. Maintenant, je l'ai fait avec un exemple où est-ce que c'est une pression qu'on transfère d'un vers l'autre. Ça pourrait être aussi de la chaleur dans le cas où est-ce qu'on veut faire des études de stress thermique. Imaginons deux matériaux, surtout dans l'électronique, on va voir ça, là, deux matériaux qui sont soudés ensemble. Il y en a un qui est en aluminium, l'autre est en acier ou peut-être l'autre est en bronze ou un autre matériel. Ben, les deux ont des coefficients d'expansion thermique différents. Donc, si les deux sont soudés ou collés ensemble, il va y avoir un stress qui va se créer où est-ce que les deux sont collés ensemble. Donc, ça pourrait être un autre exemple où est-ce que j'aurais utilisé Flow pour déterminer c'est quoi la chaleur.
Puis ensuite de ça, j'aurais amené mes résultats dans simulation professionnelle pour déterminer c'est quoi le stress que la chaleur va créer sur mes composants. Donc, ça pourrait être un exemple qu'on pourrait utiliser. Ensuite de ça, ça nous permet en fait, là, juste un petit résumé là, sur le petit truc, là, pas tout le monde savent qu'on est capable d'intégrer les deux types de résultats ensemble. Bon, comme ça vient de la même famille, là, les deux produits, ça nous permet justement de tirer l'avantage des deux, puis vraiment d'avoir une expérience là, super là, pour quand on tombe dans ces cas un peu plus complexes, là, où est-ce que différents types de physique, entre guillemets, qui s'appliquent. Maintenant, si on parle d'exemples d'industrie où est-ce que je veux montrer des exemples où est-ce que dans un cas ou dans certains cas, on pourrait s'en tirer très bien avec simulation professionnelle. Et dans d'autres cas, on n'aurait pas le choix d'aller dans Flow Simulation. Bon, j'en ai parlé un petit peu tantôt au début, là. Un exemple pourrait être dans ce cas-là où est-ce que j'ai un projecteur halogène. En fait, je pourrais faire cette simulation-là dans les deux outils. Dans le cas où est-ce que ce que je cherche à avoir, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ou sur les pièces directement de mon projecteur. Je ne suis pas vraiment intéressé par comment que le boîtier va se refroidir à l'extérieur. Moi, je veux juste savoir c'est quoi la chaleur que la lampe va émettre peut-être sur la vitre ou sur le boîtier lui-même. Donc, vu qu'on est dans un espace plutôt clos, plutôt restreint, il n'y a pas vraiment de circulation d'air, il va en avoir toujours un petit peu, là, ou même si c'est sous vide, ben, il n'y en aura pas tout simplement. On pourrait faire ces deux simulations-là dans l'outil simulation professionnelle d'analyse par élément fini ou dans Flow Simulation pour faire de la mécanique. Les deux le feraient. Un autre exemple pourrait être un réflecteur aussi comme ça, où est-ce que j'ai une émission de radiation et je veux tout simplement savoir c'est quoi la chaleur qui va être radiée sur un écran. Encore une fois, les deux pourraient arriver à résoudre ce problème-là parce que on n'est pas intéressé par ce qui se passe dans l'air et probablement que dans les deux cas, si c'est sous vide, il n'y en aura pas d'air de toute façon. C'est un problème purement de radiation. Donc, on est capable de faire ces deux solutions-là. On pourrait les faire les deux dans un ou l'autre de nos outils. Où est-ce que ça se complique plus? C'est quand on a vraiment du fluide en règle, dans le sens large, là, autant liquide que gazeux, qui est forcé ou qui est déplacé dans notre système. Par exemple, un ordinateur ou un boîtier électronique où est-ce que j'aurais un ventilateur qui va forcer de l'air pour refroidir, ce qui est le cas de tous les ordinateurs ou presque. Donc, j'aurais vraiment pas le choix d'aller vers Flow Simulation pour faire ça. Parce que j'ai vraiment de l'air forcé sur mon boîtier. Un autre exemple typique où est-ce qu'on va utiliser Flow versus l'analyse par les finis ou sim professionnel, ça va être dans le cas d'un échangeur de chaleur parce que, encore une fois, je force des liquides à se déplacer. Donc, sans Flow, je ne pourrais pas arriver à des résultats fiables dans un cas comme dans l'autre. Ensuite de ça, un autre exemple, plus dans la climatisation et le chauffage, ben nécessairement, si on parle de climatisation et de chauffage, on parle nécessairement de déplacement d'air. Donc, ça tombe vraiment pile poil dans du flow simulation. Même, on pourrait aller jusqu'à connaître c'est quoi l'émission des particules. Sujet assez chaud pour le moment, là, quand on parle de notre fameuse pandémie. Là. On pourrait même aller mesurer avec CFD, avec Flow Simulation, c'est quoi la distribution des particules dans l'air. Donc, on serait capable d'aller mesurer ça à travers un système de climatisation, par exemple. Pour faire ça, on a un module supplémentaire à Flow là, qui est vraiment dédié pour faire du HVAC, là, ou de la ventilation et de climatisation. Donc, on aurait besoin d'un cas comme ça, d'aller vraiment vers Flow Simulation pour faire ce type de problème-là. Donc, quand on regarde, les applications sont assez diverses. Ça va vraiment dépendre un peu de qu'est-ce qu'on cherche à avoir comme résultat et un peu de sur quoi on étudie. Là.
Les concepts sont les mêmes. On parle de prendre un modèle géométrique, faire un maillage et de résoudre ce maillage-là. Donc, les concepts sont les mêmes, les méthodes sont similaires aussi. Puis, toutes les deux ont des technologies éprouvées. Là. Toutes les deux, c'est des technologies qui, ça fait des dizaines d'années qui sont utilisées. On a des cas aussi où est-ce qu'on fait des études laboratoires pour comparer les résultats logiciels sur des études laboratoires pour être sûr que nos calculs sont bons. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est éprouvé là, par le temps. Ça résume pas mal ce que j'avais aujourd'hui. Je vais juste je vais regarder si j'ai des questions. J'avais pas de questions. Alors, Joël, je vais te laisser peut-être juste compléter la session. Excellent. Ben merci, comme toujours, Michel, de la très bonne information. Alors, comme vous voyez, des fois on répond, des fois on complique. Alors, c'est un, c'est l'autre, des fois c'est les deux. Alors, il faut vraiment analyser votre situation pour le cas comme ceci. Si vous avez un exemple où vous voulez vous-même savoir qu'est-ce qui est la meilleure chose et après l'information, vous êtes quand même toujours pas aligné vers ce que vous avez besoin, n'hésitez pas. Vos revendeurs, un, sont là pour vous aider à faire la décision et deux, on est là aussi pour les appuyer et aider dans la conversation. Alors, au bout de la ligne, c'est faites le bon choix avant de passer, mais faites-en un choix parce que la simulation, comme j'ai dit au début, vous aide dans le bon chemin vers le meilleur produit, vous aide à innover, assurer votre qualité, sauver du temps et de l'argent au bout de la ligne pour votre entreprise et avoir le meilleur. Alors, la session est enregistrée. N'hésitez pas à la partager avec d'autres dans votre entreprise ou ailleurs, si vous voulez. Vous êtes libre à le faire. Ça va nous faire plaisir. Et sur un autre petit point, Joël, rapidement, sur la page, il y a aussi les liens pour les prochaines sessions, là, parce qu'on fait, aujourd'hui, c'était notre première session de simulation, là, mais on en fait 3 autres. La semaine prochaine, on parle de vibration, hein, si je ne me trompe pas. OK, oui. Fait que sur la page, il y a les enregistrements, mais il y a aussi toutes les autres à venir sont affichés aussi. OK, excellent. Alors, si vous avez perdu ou manqué le courriel avec les liens ou vous avez oublié de vous enregistrer pour les autres, n'hésitez pas à aller le faire. Puis, s'il y a des questions qui vous surviennent par la suite, encore une fois, n'hésitez pas à contacter soit vos revendeurs ou nous-mêmes. Ça nous ferait plaisir de répondre à vos questions. Alors voilà le courriel. De toute façon, si vous avez reçu l'invitation du GoToMeeting, vous avez déjà le courriel à Michel. Alors, vous avez seulement à y répondre comme ça va nous faire plaisir de vous aider. Et avec ceci, je vous souhaite un superbe vendredi. Le soleil, je crois, est un peu partout. Alors, on va en profiter. Puis, une belle fin de semaine. J'espère vous revoir au prochain webinaire. Merci et bonne journée. Merci, au revoir.